systématiquement regarder ce qui se passe sur mon téléphone. Bien. Donc, sur l'emploi du temps, le cours s'intitule algorithmique, mais quand vous avez déjà fait de l'algorithmique dans les classes préparatoires en première année, etc., donc j'ai essayé de donner un titre beaucoup plus précis de ce qu'on va voir dans le cadre de ce cours. Donc, je vais parler de la conception et de l'analyse des algorithmes. On va voir plusieurs méthodes de conception d'algorithmes et on va essayer d'analyser chaque méthode. Donc, pour résoudre un problème, on va voir plusieurs méthodes de conception d'algorithmes, donc de solution de ce problème. Et pour chaque problème, on va essayer d'analyser ces méthodes, ces algorithmes. OK. Bien. Donc, étant donné un problème que je note ici R&D pour dire que c'est un problème un peu plus important qu'un problème classique. Donc, on ne va pas résoudre une équation de second degré ou on ne veut pas faire un petit exercice. Donc, on va s'attaquer à un problème important. Donc, je le désigne par problème de recherche et développement. Donc, ce problème-là, en principe, doit avoir plusieurs solutions. D'accord? Donc, chaque solution va correspondre à un algorithme. Donc, pour résoudre un problème, on va essayer, on ne va pas se contenter d'une seule solution, comme ce que vous avez fait peut-être jusque-là. On va essayer de lui trouver plusieurs solutions. Et pour chaque solution, on va essayer de l'analyser pour déterminer sa complexité. Et donc, lorsqu'on trouve une solution, c'est qu'on va dire que le problème est décidable. On peut décider. D'accord? Il existe dans la nature des problèmes indécidables pour lesquels on n'est pas capable de trouver une solution. D'accord? Donc, dans le cadre de ce cours, bien entendu, on va se limiter aux problèmes décidables. Dans un cours de troisième année, j'aborde la problématique donc, des problèmes indécidables. Maintenant, un algorithme, il peut être linéaire, il peut être quadratique, polynomial, exponentiel, ainsi de suite. Donc, ces algorithmes peuvent avoir donc, ces complexités. Donc, parmi les problèmes, comme j'ai dit, il y a des problèmes décidables et il y a des problèmes indécidables. Quelquefois, vous allez trouver décidable ou calculable. Donc, calculable, c'est-à-dire ce sont des problèmes pour lesquels on va trouver des solutions. Et dans les problèmes décidables, c'est-à-dire les problèmes qu'on va voir dans ce cours-là, il y a des problèmes plus complexes que d'autres. Donc, il y a des classes. Donc, c'est la classe P, NP, NP complet. Encore une fois, dans ce cours, je ne vais pas parler des problèmes indécidables. Je ne vais pas parler des classes des problèmes. D'accord? Donc, je vais me limiter aux problèmes décidables, sans pour autant donner leurs classes. C'est clair? Bien. Donc, la première chose que je vais vous demander de faire tout de suite, c'est de vous connecter sur Moodle. Donc, j'arrête le partage seulement. Et que vous allez effectuer. Est-ce que c'est bien ça? Oui, d'accord. Donc je vais faire ça, partager mon écran. Donc il est partagé en principe. Et donc, il n'a pas encore terminé. Je vais voir Saad Kanen.
Donc ici, j'ai les réponses. Donc, tu m'entends, Anwar? Oui, monsieur, je t'entends. Ok. J'entends. Euh, donc ici, un algorithme, c'est quoi? C'est un ensemble de règles formelles qui sert à résoudre un problème donné. Qu'est-ce que tu penses, Anwar? Euh, je pense, oui, je suis d'accord. C'est Tu peux un te ensemble. rapprocher un peu du micro parce qu'on ne t'entend pas très bien. Oui, Tu je es vais rester. d'accord? Donc, qu'est-ce qui reste dans cette définition? Comment? Je pose la question à d'autres personnes, pour toi c'est bon. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Ça dépend de ce qu'on veut dire formel, n'est-ce pas? Ah, Formel, oui, c'est vrai. Euh, il faut que les règles soient formelles. Donc, si par formel, on veut dire qu'ils sont précises, si par formel, on veut dire qu'ils ne sont pas ambigus, qu'il n'y a pas lieu à des interprétations différentes, à ce moment-là, oui, c'est une bonne définition. D'accord? Donc ici, donc moi j'ajouterais quand même donc des règles précises, sans ambiguïté, sans interprétation. D'accord? Peut-être pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire les règles formelles pour résoudre un problème donné. Donc ça c'est bon. Par la suite, donc qu'est-ce que c'est que le pseudocode? C'est une façon de décrire un algorithme sans utiliser un langage de programmation déterminé. Donc je pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, Ali Meriem, qu'est-ce que tu penses de cette réponse? Oui, monsieur. Je pense que c'est ça la définition du pseudocode. C'est C'est une façon de écrire, décrire un écrire un algorithme. algorithme sans un programme ou un problème sans avoir recours à un langage particulier de programmation. C'est Exact, écrit, mais on décrit un algorithme avec un langage simple et qui s'approche du langage naturel. exact. Au fait, qui est entre les deux, entre un langage Entre naturel et et un un langage de langage de programmation. programmation. Donc, Exactement. une langue, parce qu'on parle plutôt d'une langue naturelle et d'un langage de programmation, quelque chose entre les deux. Donc, c'est pas le code, parce qu'en fait, dans les premiers programmes, on appelait les programmes du code parce que c'était un codage. On traduisait, on avait un problème mathématique et on le traduisait avec un code. Donc, pour que la machine puisse le comprendre et l'exécuter, donc on parlait de code. Donc, et par la suite, donc, on a essayé de décrire nos algorithmes avec un langage qui n'est pas la langue naturelle et qui n'est pas du code. On parle de pseudocode. D'accord? Donc, c'est correct. Donner la définition d'un programme. Qu'est-ce que c'est qu'un programme? Donc, c'est un ensemble d'instructions qui implémente un algorithme bien défini. Oui, et j'ajouterais qui est destiné à être exécuté sur un ordinateur. D'accord? Vous allez me dire instruction, donc c'est pour ordinateur, mais pour être plus précis, donc pour qu'il soit exécuté sur un ordinateur. Euh, L'analyse d'un algorithme, c'est le processus de la recherche des informations sur l'algorithme, complexité, décidabilité. Qu'est-ce que vous pensez? Abderrahman, Abderrahman El-Harchi, Oui, monsieur. Bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu penses de cette définition? Je pense que c'est valable. C'est C'est comme la valable. définition que j'ai fait. Ok, d'accord. Donc, c'est le processus de la recherche des informations. Au fait, c'est la recherche d'informations de l'algorithme. Comment on peut dire? Plutôt, c'est l'analyse de l'algorithme au niveau de la complexité, au niveau de complexité temporelle, spatiale, Exact. et l'efficacité de fonctionnalité de cet algorithme. Ok. Donc, analyser un algorithme, c'est déterminer
les ressources dont il aura besoin. N'est-ce pas? Donc, comme ce que tu dis, les ressources, ça peut être le temps CPU, ça peut être l'espace mémoire, ça peut être la communication, ça peut être les accès mémoire, c'est ça ce qui est critique, ainsi de suite. Donc, analyser un algorithme, c'est le processus de recherche des caractéristiques, disons, qui concernent les ressources dont l'algorithme aura besoin. Donc, temps, espace, ainsi de suite. Bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'ordre d'un algorithme? Sa complexité, que ça soit temporelle ou matière de données. Temporelle ou spatiale. Donc, les données, c'est les espaces mémoire. Donc, plutôt, on ne dit pas matière de données, on va dire matière d'espace mémoire. Est-ce que c'est la complexité? Oui. Au fait, l'ordre, c'est une notation, donc on va le voir dans ce cours, c'est une notation mathématique. L'ordre, c'est un ensemble de fonctions. Formellement, l'ordre de f de n, c'est un ensemble de fonctions. D'accord? On va le voir dans ce cours. Que représente la complexité temporelle? Donc, c'est le temps. D'accord? Spatial, c'est l'espace. Donc, c'est l'espace, donc ça c'est bon. La dernière question, quelles sont les méthodes de conception des algorithmes? Diviser pour régner, programmation dynamique. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes? Ayoub Okriru, est-ce que tu connais d'autres méthodes? Tu as déjà vu d'autres méthodes? Non, monsieur. Non, ok. Et donc, c'est l'objectif de ce cours. Donc, je vais arrêter ce partage et je vais revenir à mon cours. Donc, je vais partager avec vous le cours, le support de cours. Donc, ici, donc l'objectif et les références de ce cours. Donc, c'est l'étude des techniques de conception et l'étude des techniques d'analyse des algorithmes. C'est ça notre objectif. D'accord? Donc, on va voir plusieurs techniques de conception et on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir analyser les algorithmes. Maintenant, on va pouvoir comparer les différents algorithmes et on va essayer de les classer selon leur complexité. Donc, on parle de classification des algorithmes. Donc, ce cours n'est pas un catalogue d'algorithmes, c'est-à-dire on ne va pas voir des algorithmes pour résoudre des problèmes, mais plutôt on va voir pour un problème donné, on va essayer de lui trouver plusieurs algorithmes et on va analyser chaque algorithme et comparer donc ces algorithmes pour déduire quel est le meilleur algorithme pour résoudre ce problème. D'accord? Donc, ce n'est pas un catalogue d'algorithmes. C'est bon? Donc, le livre de référence que j'utilise, c'est Design and Analysis of Computer Algorithms. Au fait, mon titre, ça vient de là, la conception et l'analyse des algorithmes. Et donc, ça, c'est en français, c'est algorithmique. Donc, dans certains livres, vous allez trouver ce domaine-là qui est désigné par algorithmique. Donc, algorithmique, ce n'est pas l'apprentissage de la programmation, mais c'est plutôt la conception et l'analyse des algorithmes, en tout cas. Dans ce cours, donc, il va y avoir contrôle avec documentation, et ça va probablement être à distance. Et il va y avoir des TD, des TP, donc ils vont compter pour 20%. C'est clair? Bien. Des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, tant que ça ne pose pas de problème, il n'y a pas beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup d'interférences, c'est bon. Sinon, donc, vous allez d'abord demander la permission par un chat avant de poser votre question. D'accord?
mais vous devez être réactif parce que c'est déjà là, je ne vous vois pas. Si en plus vous ne parlez pas, ça ne va pas être très joyeux. Des questions? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ah, Ben Ali, pardon, il y a peut-être quelqu'un qui a un chat. Ok, bien. Donc, nombre de techniques de conception d'algorithmes. Donc, on va réserver un chapitre pour chaque technique. Donc, tout à l'heure, vous avez parlé de division. Donc, il y a les algorithmes de programmation dynamique, il y a les algorithmes voraces, il y a les algorithmes de transformation de domaine, probabilistes, préconditionnement, ainsi de suite. Donc, probablement qu'il existe encore d'autres méthodes. Dans ce cours, on va se limiter à ces méthodes. Est-ce qu'il y a des questions? Bien. Pourquoi ce ballon de basket? Anouar, tu as une idée? Euh, parce, parce qu'on va droit au but. Ok, tu es positif. Ok, c'est pas évident. Euh, donc ici, au fait, je l'avais mis quelques années maintenant pour me rappeler un peu de l'exemple que je vais donner ici. Supposons que donc vous êtes une classe de 70 élèves et on veut choisir une équipe de basket. On va choisir quels sont les membres de l'équipe de basket qui va représenter la deuxième génie informatique, deuxième année de génie informatique. On peut utiliser plusieurs algorithmes, plusieurs solutions. On peut utiliser par exemple la technique diviser pour régner. Donc on a 70, donc c'est difficile d'en choisir 5. On peut par exemple les partager en deux groupes. Et après, on peut partager les deux groupes en deux groupes. Peut-être qu'on peut partager en 4 groupes. Donc comme ça, on va avoir 17 élèves par chaque groupe. Et dans chaque groupe, on va peut-être choisir 5. Et après, on aura 4 groupes avec 5, donc 20 personnes. Et parmi les 20, on va choisir 5. D'accord? Donc cette méthode, c'est une technique divisée pour régner. Au lieu de s'attaquer au problème en sa globalité, on va les décomposer en plusieurs sous-problèmes. On va résoudre les sous-problèmes et après on va essayer de résoudre le problème du départ. C'est clair? Bien. Maintenant, on peut utiliser un algorithme vorace. Un algorithme vorace, au fait, ça vient de le terme là. Vorace, en anglais, on va parler de greedy. Greedy, je pense que ça s'écrit comme ça, avec deux E. Greedy algorithme. Donc, quelquefois en français, on va parler de glouton. On parle de glouton aussi. Donc, ces algorithmes voraces, ce sont des algorithmes qui vont se baser sur des heuristiques, qu'on va appeler heuristiques. On va voir donc des exemples, ça va être très clair, mais maintenant, j'aime quand même vous donner une idée des différentes méthodes, donc des heuristiques. D'accord? Donc, par exemple, on sait que dans une équipe de basket, peut-être que les meilleurs joueurs, ou peut-être ceux qui vont marquer le plus, ce sont les, les joueurs qui ont une très grande taille. D'accord? Donc, on peut choisir comme critère de sélection la taille. Donc, on va prendre la taille de tous les élèves de la classe et peut-être on va prendre ceux qui ont la plus grande taille. D'accord? Donc ça, c'est un algorithme vorace qui est basé sur une heuristique qui peut être bonne comme elle peut être peut-être moins bonne. Parce que peut-être qu'il y a des joueurs de petite taille qui jouent beaucoup mieux que les personnes de grande taille au basket. D'accord?
Maintenant, peut-être que dans une équipe, on doit avoir quelques personnes de grande taille et quelques personnes qui jouent bien, même s'ils sont de petite taille. D'accord? Donc ça, c'est une deuxième façon de sélectionner, de choisir une équipe de basketball. Bien. Donc, les techniques de programmation dynamique, au fait, vont se baser sur le fait qu'on ne va pas répéter les tests plusieurs fois. Dans cet exemple, c'est un peu difficile, mais supposons que on utilise cette méthode-là. Donc, on prend des groupes de 17 personnes. Après, on va récupérer 5, donc on va se retrouver avec 20 personnes et après on va essayer de faire des tests pour sélectionner 5. La méthode dynamique consiste à ne pas faire les tests deux fois. Parce qu'ici, on va faire les tests deux fois. On va faire les tests par groupe et lorsque ces personnes sont sélectionnées, on va faire un deuxième test. Dans la programmation dynamique, on va essayer d'exploiter le premier test pour éviter de reprendre le deuxième test. En quelque sorte, c'est ça. Bien. Maintenant, une quatrième technique, c'est ce qu'on appelle la transformation du domaine. Donc, nous sommes dans une classe et on veut sélectionner 5 personnes. Ce qu'on peut faire, on peut déplacer tout le monde au terrain de basket et faire des passes, faire des compétitions, sélectionner 5 et on revient à la classe et on va dire voici les 5 qui vont représenter la classe. D'accord? Donc, on est dans un domaine qui est la classe, on se déplace vers le terrain, c'est un autre domaine, on fait notre sélection et après on revient à la classe pour dire voici les 5 personnes qui ont été sélectionnées. On va vous donner les résultats, donc on va désigner les personnes qui vont être sélectionnées. Bien. Maintenant, il y a des algorithmes probabilistes qui se basent sur la probabilité. Donc, par exemple, vous êtes 70, eh bien, je vais prendre le numéro 10, le numéro 13, le numéro 28 et le numéro comme ça de manière aléatoire. Donc, c'est un algorithme probabiliste. Probablement, il est très rapide. Je ne sais pas si je vais avoir la meilleure équipe, mais c'est un algorithme probabiliste. Une autre manière de résoudre ce problème, c'est ce qu'on appelle le préconditionnement. Donc, peut-être que on va par exemple passer un petit test à toutes ces personnes-là, donc à toute la classe, par exemple en posant des questions concernant le basket. Combien il y a de joueurs, quelles sont les règles, je ne sais pas combien on compte pour un panier, combien de points, ainsi de suite. Donc, c'est un premier filtre si vous voulez. Donc, on va d'abord transformer le problème dans une forme préconditionnée. Et une fois qu'on a fait cette première étape, on va passer à une étape suivante dans laquelle on va choisir les 5 personnes. Est-ce que c'est clair? Donc, voyez-vous, ici, nous avons un problème et on va essayer de le résoudre de plusieurs manières. Une fois qu'on a trouvé les algorithmes basés sur plusieurs méthodes techniques, on va essayer d'analyser chaque algorithme et essayer de choisir le plus performant, le plus efficace, le moins complexe. Maintenant, pour résoudre un problème donné, quelquefois, on ne va pas pouvoir trouver donc, des algorithmes avec toutes les techniques. Donc, on va trouver peut-être des algorithmes avec quelques techniques et on va essayer donc de les comparer. Encore une fois, c'est un exercice, je pense que vous n'avez pas encore fait jusqu'à présent, parce que vous avez traité des problèmes relativement simples, donc vous avez trouvé un algorithme et vous l'avez programmé. Ici, on va se réfléchir un petit peu, on ne va pas se contenter d'un seul algorithme, on va essayer de trouver plusieurs algorithmes et comparer donc tous ces algorithmes entre eux et choisir le meilleur. Et c'est celui-là qu'on va peut-être le programmer. Est-ce qu'il y a des questions?
C'est bon? Pas de questions? Bien. Donc, on commence par le premier chapitre. On va voir qu'est-ce qu'on entend par algorithme, puisqu'on va parler que d'algorithme dans ce cours-là. Donc, on va bien se fixer les idées, donc bien définir qu'est-ce qu'on entend par algorithme. On va voir l'efficacité des algorithmes. On va effectuer plusieurs analyses. On va se mettre d'accord sur le type d'analyse qu'on va faire. Pourquoi est-ce qu'on se casse la tête et on est en train donc et on va essayer de trouver plusieurs algorithmes pour un problème donné. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux peut-être acheter une machine beaucoup plus puissante et on n'en parle plus. Et on va voir un petit exemple donc qui va impliquer le calcul des nombres de Fibonacci. Bien. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Principe, je n'ai pas ça. Je ne dois pas voir ça. Ok, il y a un petit problème maintenant parce que. Ok, je vais faire autre chose. Ok, je vais. Non, ça ne marche pas. Parce qu'il y a le partage, donc le PowerPoint ne fonctionne pas très bien parce qu'en principe, ici, j'introduis ça petit à petit. C'est pas grave. Bien. Donc, supposons, donc avant de définir les algorithmes, ainsi de suite, on va essayer donc de considérer un exemple simple, la multiplication des nombres. Ok, mais présenté comme ça. Je vais faire autre chose. Je pense, je dois avoir ici. Est-ce que j'ai un blackboard ou quelque chose comme ça? Plus. Ok, c'est pas grave. Donc je vais faire ici. Bien. Donc ici j'ai 53 fois 19. Bien. Ok. Donc je veux effectuer le calcul 53 fois 19. Comment je vais faire? Si je vous pose cette question, comment allez-vous faire? Je vous écoute. On va faire le calcul. 9 fois On va 53, faire le calcul, c'est-à-dire 9 fois 53 plus 10 fois comme ça, 53. ok? Et combien vous trouvez? C'est Donc ici, la question, c'est celle-là. Donc 19. Donc on va faire le 27. calcul. Donc ça, c'est 27. Je retiens 2. 30, 50, 45, n'est-ce pas? Plus 2, donc c'est 47. Et 1 fois 53, c'est ça. Donc c'est 7. 0. Combien ça donne? Ça donne 1007. Combien? 7, 1007. oui, c'est bon. Ok. C'est bon. 53 fois 19. Ok, donc c'est bien ça. Ok. Est-ce que c'est la seule manière qui va nous permettre de trouver cette réponse, ce produit? Donc 53 fois 19. Donc, est-ce que c'est la seule méthode?
Non, monsieur, on peut faire avec des sommes continues. On peut faire 153 plus 53 plus 53. Donc, supposons que quelqu'un ne connaît pas cette table de multiplication. Il ne sait faire que l'addition, il ne sait pas faire la multiplication. Donc, combien est-ce qu'on va ajouter 2 fois 53? Combien? 19. 19 fois, n'est-ce pas? Et on va trouver le résultat. C'est une deuxième manière de faire le calcul. D'accord? Quelle est la plus efficace? Est-ce que c'est celle-là ou celle qu'on a vue tout à l'heure? Et là, on va multiplier par 2. 8 et 3. Ici, on va diviser par 2. Baki, oui, Imad, combien on trouve? 22 sur 2, c'est 13. 26 sur 2, c'est 13. Et si on multiplie par 2, combien ça nous donne? C'est 26. On multiplie par 2 dans cette deuxième colonne. Dans cette première, Ah, 60, c'est 76. 76. Et si on divise par 2, ça va nous donner 6. Et si on multiplie Six. par 2, Je pense que c'est 152, je pense. 152. Et si on divise par 2, et si on multiplie par 2, C'est 3004, je pense, non? 304, 304, oui. 304. Et si on divise par 2, on trouve 1. Et si on va multiplier par 2, 608. 8, 6 et 8. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait quelle opération? Dans cette colonne, qu'est-ce qu'on a fait comme opération? On a divisé par 2 et dans l'autre colonne, on a multiplié par 2. Parfait. Donc dans un deuxième temps, on va éliminer les lignes pour lesquelles nous avons ici des nombres pairs. OK? On va faire la somme de ce qui reste ici. Donc 9 plus 6, ça nous donne 15, plus 4, ça donne 19, plus 7, ça nous donne 27. Je retiens 2. Ça fait 3, 7, 10, 0. Donc j'écris 0 et je retiens 1. Donc 2, 5 et 6. Donc 2, 5 et 6, ça fait? C'est pas ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Sur la somme totale, ça sera la même C'est ça. tout à En l'heure. fait, c'est 1. Donc on retient 1, on va lui ajouter 3, ça donne 4, plus 6, ça nous donne 10. 10. Et on trouve le même résultat que tout à l'heure, donc c'est 1007. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est la même que celle de tout à l'heure. Est-ce que c'est plus efficace que la méthode classique, que la méthode que nous avons appris à l'école primaire? Pour cela, on va se dire quelles sont les opérations qu'on a utilisées pour arriver donc, à notre résultat. Quelles sont les opérations qu'on a utilisées? On a utilisé des multiplications par 2 et des sommes. Des multiplications par 2 et des divisions par 2, uniquement. Ah oui, Donc, oui, on a besoin de connaître la table de multiplication par 2 et la table de division par 2, grosso modo, c'est ça. Et par la suite, donc, bien entendu, on a fait l'addition. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la meilleure méthode?
Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode russe. Donc j'ai une réponse ici. La première méthode est plus efficace, peut-être. D'autres réponses? Tout le monde, est-ce que tout le monde considère que la première méthode est plus efficace? Donc, si on considère donc multiplié par 2, ça correspond à quelle opération? Supposez que vous avez donc le 19 ici. Le 19, c'est 16 plus 3. Donc, c'est 16 plus 3. Donc, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est 19. Qu'est-ce que j'ai représenté? Ça, c'est en base 10, n'est-ce pas? 0, 1, 2, 3, 4. 2 à la puissance 4, c'est 16. Plus 3, ça fait bien 19, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la représentation en base 2 de 19. Oui ou non? Oui, monsieur. OK. Donc, parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, donc c'est 2 à la puissance 4, plus 2 à la puissance 1, plus 2 à la puissance 0, ça donne bien 19. Multiplié par 2 correspond à faire quelle opération pour ce nombre, représenté en base 2? Décalage à gauche. Décalage à gauche, c'est-à-dire ajouter un 0 ici. Donc, multiplier par 2 se limite à le décaler à gauche d'un bit. Et le diviser par 2, par exemple, je prends ce 13. 13, c'est 8 plus 5. Donc 13, c'est 8 plus 5. Donc c'est ce nombre-là en base 2. Le diviser par 2, c'est faire quelle opération? Donc ça, c'est 13 en base 10. Faire quelle opération? C'est enlever le dernier 1. Enlever ce 1. Au fait, le décaler à droite. Donc la multiplication par 2, c'est le décalage à gauche, et la division par 2, c'est le décalage à droite. Est-ce que c'est simple ou c'est difficile? Donc ces deux opérations, est-ce qu'elles sont simples ou est-ce qu'elles sont difficiles? Simple, donc je vois le Wahhabi, aussi Rifari, simple, donc ils sont beaucoup plus simples. D'accord? Mais quand est-ce qu'ils sont simples? Lorsqu'on a une représentation en base 2. Et où est-ce qu'on a des représentations en base 2? Des nombres. Donc j'ai une réponse, une bonne réponse de Yasmine Konaté. Exact. OK, donc Hali. Donc OK, Hinda. Effectivement, il y a les êtres humains vont représenter leur nombre en base 10. Peut-être parce qu'ils ont 10 doigts. Parce que pour des raisons historiques, on a utilisé la base 10 dans la représentation des nombres et dans les méthodes de calcul. Mais pour la machine, c'est déjà les nombres sont représentés en base 2 et par conséquent, ces deux opérations qui sont impliquées par la méthode russe elles sont très simples puisque c'est un décalage à droite ou à gauche.
Donc, on va dire que peut-être que l'être humain va trouver beaucoup plus facile, donc ça va être plus facile pour lui d'effectuer une opération telle qu'on a appris à l'école, mais bien entendu, il doit apprendre cette table de multiplication, mais peut-être pour la machine, puisque les nombres sont déjà en base 2, que la multiplication et la division par 2 sont des opérations très simples lorsque les nombres sont représentés en binaire, et par conséquent, la méthode russe est beaucoup plus adaptée pour une machine. Elle est beaucoup plus efficace parce qu'on n'a pas besoin d'une mémoire, parce que l'être humain, lui, il doit mémoriser les tables de multiplication. Ici, on va seulement faire des décalages et par conséquent, les opérations vont être plus simples, donc plus rapides, donc plus efficaces pour ça. Est-ce que c'est clair? Ok, vous allez me dire, peut-être ça marche ici, mais ça ne marche pas dans tous les cas. On va mettre ici 19. Ici, 53. Quel est le résultat de ce produit? 19 fois 53. C'est 1007. D'accord? Parce que la multiplication est commutative. Essayons d'appliquer le même algorithme, la même méthode. Ici, on divise par 2. Combien on trouve? Ce sera 9. 9. Ici, on multiplie par 2, on trouve 106. Là, on divise par 2, combien on trouve? C'est 4. 4. Et dans ce livre-là, il a exprimé, il a donné des solutions pour des opérations algébriques, donc qui sont composées d'un certain nombre d'étapes bien définies, etc. Donc, qu'on peut considérer que ce sont des algorithmes. Donc, c'est pour cela qu'on parle d'algorithmes aujourd'hui. Donc, c'est une méthode systématique. Un algorithme, c'est une méthode systématique pour résoudre un problème. Donc, l'exécution de cette méthode ne doit pas laisser la place à l'interprétation, l'intuition ou la créativité. Ni la créativité. D'accord? Elle doit être précise, comme j'ai dit, sans ambiguïté. Bien. J'ai des fenêtres ici que je dois déplacer. Donc, l'algorithmique est l'étude des techniques de conception et d'analyse des algorithmes. Donc, des exemples, vous en avez déjà vu. Par exemple, la multiplication des nombres entiers, c'est un exemple d'algorithme. La division, c'est un autre algorithme. Le calcul du plus grand commun diviseur, c'est un autre algorithme. Une recette de cuisine, d'après vous, est-ce que c'est un algorithme ou non? Une recette de cuisine. Donc, je vois oui. Oui. Ici, on dit que certaines recettes de cuisine peuvent être considérées comme algorithmes. Et dans les réponses, je ne vois que des oui. Supposez que vous avez une recette dans laquelle on va vous demander de mettre un certain nombre d'ingrédients et quelque part dans la recette, on va vous dire mettez du sel au goût. C'est-à-dire vous goûtez, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas suffisamment salé, vous ajoutez du sel. Si c'est trop salé, peut-être que vous allez ajouter de l'eau, je ne sais pas quoi. Mais si on a des instructions de ce type-là, donc peut-être que deux personnes vont goûter, l'une va trouver que c'est salé, l'autre va trouver que c'est très bon. Donc ce sont deux interprétations différentes et dans ce cas-là, on ne va pas considérer que cette recette est un algorithme.
Par contre, si on vous dit mettez 65 grammes de sel, donc à ce moment-là, c'est bien précis et cette recette peut être considérée comme un algorithme. Est-ce que c'est clair? Oui? Donc, toutes les recettes de cuisine ne sont pas des algorithmes, ne peuvent pas être considérées comme des algorithmes, à moins que si les étapes sont parfaitement claires, sont parfaitement précises. Bien. Donc, continue. Maintenant, comment est-ce qu'on va représenter les algorithmes? Donc, il y a deux manières de faire, soit d'utiliser une langue naturelle, par exemple en français, mais si vous écrivez quelque chose en français, un paragraphe en français, et vous le donnez à deux personnes différentes, les deux personnes peuvent l'interpréter de deux manières différentes. Donc, il y a des ambiguïtés qui sont sous-jacentes, donc à la langue naturelle. Donc, elles peuvent être interprétées de deux manières différentes. Donc, on peut utiliser un langage de programmation, mais le langage de programmation, généralement, va introduire un certain nombre de détails spécifiques à l'ordinateur, spécifiques au compilateur et à l'ordinateur, etc., comme les points-virgules, les accolades, ainsi de suite. Et donc, ça va compliquer la lecture et l'écriture dans notre algorithme à cause des détails de programmation. C'est pour cette raison qu'on va utiliser un langage intermédiaire. Donc, ce n'est pas du code, ce n'est pas de la langue naturelle qu'on va appeler du pseudocode. Donc, c'est un langage intermédiaire, une description intermédiaire entre la langue naturelle et le langage de programmation. C'est clair? Bien. Donc, c'est la représentation qui va être utilisée dans ce cours. Bien. Que représente cet algorithme? Ayoub Choukari, tu m'entends? Ayoub? Oui, monsieur. Bonjour. Que représente cet algorithme? C'est pour faire la multiplication Quel type de multiplication? de vecteurs. Vecteur. Quel vecteur? Oui, des vecteurs, en fait, ce sont des nombres. Chaque nombre est composé, en fait, c'est un vecteur, effectivement, composé donc des chiffres. Oui, monsieur. Mais ça, c'est la multiplication russe, n'est-ce pas? Comme le nom l'indique ici, donc c'est l'algorithme russe. Donc, voyez-vous comment j'écris mon algorithme pseudocode? Donc, j'utilise ici donc tant que faire, donc si condition alors, ainsi de suite. Donc ici, on voit qu'il y a une indentation, comme dans Python, pour désigner la portée de la boucle. Ici aussi, donc, ça c'est la portée de la boucle, ainsi de suite. Bien. Donc, dans la multiplication russe, donc, on a deux tableaux, X et Y, qui correspondent à deux colonnes, la première et la deuxième colonne. Donc, dans premier élément de la première colonne, on va mettre la valeur A. Dans la première colonne Y, on va mettre B. Et ça, c'est notre indice pour pouvoir effectuer les calculs. Donc, si vous avez bien suivi, on va faire des divisions tant que x de i est supérieur à 1. Lorsqu'on arrive à 1, on arrête. Donc, tant que x de i est supérieur à 1, ici i est égal à 0 au début, on va mettre dans le prochain élément de x, de la première colonne, l'ancienne valeur divisée par 2. Donc, on divise le nombre de la première colonne par 2
et on va multiplier le nombre de la deuxième colonne par 2. On va mettre à jour le i, on va incrémenter le i. D'accord? Donc, si c'est strictement supérieur à 1, on va refaire ça. Lorsque c'est égal à 1, on arrête. Et on a ici notre produit qu'on initialise à 0 et qui va être une somme. C'est pour ça qu'on l'initialise à 0. Et ici, en fait, on va essayer donc de considérer, donc si x de j est égal, modulo 2 est égal à 1, que signifie cette instruction? C'est pour vérifier la parité. Exact. Donc ici, c'est la même chose que x de j impair. D'accord? Donc, modulo 2 égale à 1, c'est-à-dire impair. Alors, on va incrémenter le P. Sinon, on ne va pas l'incrémenter. Donc, on ne va additionner que les valeurs qui correspondent à des x, i impairs. Et on va incrémenter le J donc pour qu'on puisse considérer tous les éléments. Donc, ici, le i, c'est le i qu'on a obtenu ici. Et on va retourner P. Est-ce que vous pensez que ça c'est correct? C'est seulement pour la dernière J obtient J-1. Ici? Vous voulez dire I? Non, non, c'est J. Parce qu'ici, on a une autre variable J Ok. qui va nous permettre de remonter. Parce que I va être égal au début à 0, ensuite 1, etc., jusqu'à par exemple 5. Et là, donc, J va être égal à... Ah, On fait peut-être, J tu as raison. reçoit J plus 1. J plus 1, oui, je pense. Parce que, exact, tu as raison. Ici, il faut mettre un plus. Oui, je pense que tu as raison. Parce que J est laissé à 0, donc il doit être augmenté pour qu'un jour, dans une étape, on va avoir J qui est supérieur ou qui est égal à I. Et on va s'arrêter. Lorsque J est égal à I, on va s'arrêter. Effectivement, il doit être incrémenté. Bien. Ok. Donc, pour se convaincre que cet algorithme est bon, il faut faire la trace. Qu'est-ce que ça veut dire la trace? C'est de considérer un tableau dans lequel il y a toutes les variables et donc essayer d'exécuter euh, toutes les instructions et regarder comment est-ce que ces variables changent et donc vérifier que en fin de compte, dans P, on va trouver le produit des deux nombres, donc du nombre A fois le nombre P. Donc faire la trace pour 50, A égale 53 et B égale 19. On parle d'exemplaires. Donc ça, c'est l'exemplaire, ce sont les données qu'on va fournir à l'algorithme pour exécuter. D'accord? Allez-y, faites la trace pour voir si ça marche. Donc je vous donne quelques minutes, 3 ou 4 minutes. Donc ici, moi je mettrai X par exemple, Y, I, J. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme variable? Et P. P. Donc X de 0 va être égal à A.
53. Donc, virgule, donc le reste ne sera pas initialisé. Donc, y de 0 va prendre la valeur 19. Le reste ne sera pas encore exécuté. Donc, i égale 0. Donc, ça correspond à cette première ligne. Donc, essayez de continuer comme ça. Donc, ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Donc, la question est la suivante. Faire cet exercice, c'est-à-dire faire la trace de cet algorithme pour A égale 53 et B égale 19. Selon donc, le contexte, donc ça peut être le temps, la mémoire ou la communication ou un autre. Donc, ce qui est plus important, c'est les accès à la mémoire, par exemple, eh bien, on va analyser en fonction des nombres d'accès à la mémoire. Bien. Et enfin, on va choisir le meilleur algorithme selon donc le contexte. Donc, ça peut être l'espace mémoire, selon la puissance de calcul, le débit de communication, ainsi de suite. Donc, schématiquement, pour un problème donné, on va trouver plusieurs solutions qui correspondent à plusieurs algorithmes. On va analyser ces algorithmes et selon le contexte, on va choisir le meilleur algorithme. C'est clair? Des questions? On ne vous entend plus, monsieur? Vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend bien, monsieur. Combien ça a duré la coupure? C'était lorsque vous étiez en train d'expliquer comment on va changer l'algorithme pour le rendre plus optimal en regroupant les deux boucles. Ça coupe à un moment. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, oui. 39. Pas de questions, c'est clair? Donc, je vais. Est-ce que l'exercice est clair? Anouar, est-ce que l'exercice est clair? Oui, pour moi c'est clair. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Parfait. Donc, je vais continuer. Donc, on va parler de l'efficacité des algorithmes. On va d'abord définir qu'est-ce qu'un exemplaire. Un exemplaire, c'est l'entrée d'un algorithme. C'est l'input. D'accord? Donc, vous avez un algorithme. Cet algorithme va recevoir des entrées. Une entrée, c'est l'exemplaire. C'est ce qu'on appelle l'exemplaire. Par exemple, X. D'accord? Donc, ça, c'est le résultat de l'algorithme. Mais ce qui est en entrée, l'input, c'est ce qu'on appelle l'exemplaire. Et quelquefois, on est intéressé par la taille de l'exemplaire. Et la taille de l'exemplaire sera représentée comme ça. D'accord? Si par exemple, vous avez un problème de tri,
vous voulez mettre en ordre un ensemble X d'éléments, eh bien, ce qui va rentrer, c'est l'ensemble d'éléments et X bar va être le nombre d'entiers à ordonner. C'est bon? Si vous avez un problème de multiplication, la taille de X de l'exemplaire, ça va être par exemple le nombre de chiffres des facteurs. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, pour faire une analyse d'un algorithme, il y a deux méthodes. Il y a la méthode empirique, c'est-à-dire prendre l'algorithme, le programmer, c'est-à-dire le traduire en un programme et l'exécuter sur plusieurs exemplaires. Donc ça, une autre manière de faire, c'est l'approche théorique. C'est déterminer la quantité de ressources, le temps, mémoire, ainsi de suite, en fonction de la taille de l'exemplaire. D'accord? Donc, une première méthode, approche d'analyse, c'est l'approche empirique qui consiste à programmer l'algorithme et l'exécuter sur plusieurs exemplaires. L'autre méthode, c'est de déterminer les ressources, quantité de ressources dont il a besoin, en fonction de la taille de l'exemplaire. Quelle est d'après vous la meilleure approche? Donc, on veut comparer deux algorithmes, algorithme 1, algorithme 2, algorithme 3. Ici, trois algorithmes. Ce qu'on peut faire, on peut programmer ce premier, programmer celui-là, et l'exécuter sur plusieurs exemplaires. Et on regarde combien ça va prendre de temps. Et donc, on va choisir l'algorithme pour lequel ça prend moins de temps. Donc ça, c'est quelle approche? C'est l'approche empirique. L'approche empirique. Une deuxième approche consiste à regarder le premier algorithme, déterminer le temps en fonction de l'exemplaire, déterminer ici le temps et ici le temps, donc pour les trois algorithmes, et comparer les temps d'exécution. Donc ça, c'est la deuxième approche, l'approche théorique. Donc ma question, d'après vous, quelle est la meilleure approche? Kautar, Aït Ben Abdallah, Abdarrahman, Abdarrahim peut-être, je n'ai pas ici, Abdarrahman. Tu m'entends, Kautar? Okay. Donc théorique, donc j'ai des réponses. Kautar, tu m'entends pas? Donc effectivement, l'approche théorique. Donc je pose la question à. Oui, un peu tard. Je pose la question maintenant à Anas Aït Ben Harbi. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est l'approche? Oui, monsieur, je pense que l'approche théorique est la meilleure parce que Pourquoi? on peut calculer la complexité en temps et en mémoire, Oui, puis la projeter sur n'importe quel cas. Si on utilise la méthode empirique,
on va devoir exécuter plusieurs algorithmes. Et dans des cas, l'algorithme va Plusieurs prendre exemplaires. plusieurs exemplaires, ce qui va prendre beaucoup de temps pour s'exécuter, pour donner un résultat. Donc, ce n'est pas si pratique dans la majorité des situations. Exact, exact. Ce que tu as dit est correct. Donc, parce que l'approche théorique est indépendante de l'ordinateur. Parce que si on prend l'algorithme et on le programme et on l'exécute, peut-être que l'efficacité vient de l'ordinateur lui-même, qui est peut-être très performant. D'accord? Et peut-être que si on prend un autre algorithme et on l'exécute, peut-être que cet algorithme, ce deuxième algorithme n'est pas adapté à la machine et peut-être on va avoir un autre résultat. D'accord? Donc, dans tous les cas, c'est dépendant. Par contre, cette approche théorique, elle est indépendante de l'ordinateur. Indépendante de l'ordinateur, indépendante du langage de programmation, ainsi de suite. D'accord? Donc, dans l'approche théorique, il y a un gain de temps donc dans la programmation et dans l'exécution. D'accord? Et aussi, la taille des exemplaires n'est pas une contrainte. Donc, on peut considérer des exemplaires de taille 1 milliard, 1 milliard de milliards, etc. Alors que si on passe à l'approche empirique, peut-être qu'on aura des petits problèmes à exécuter l'algorithme pour un exemplaire de taille 1 milliard de milliards. Ça va prendre peut-être 3 heures, ça va prendre peut-être une année, etc. Alors que dans le théorique, on n'a pas cette limite. Donc, ce sont là quelques avantages de l'approche théorique par rapport à l'approche empirique. Maintenant, dans ce cours, on va utiliser quelle méthode d'après vous? Donc, Kautar Aït Abdelrahman, tu m'entends? Oui, monsieur, je vous entends. Donc, question, d'après toi, quelle est l'approche qu'on va utiliser dans ce cours? Empirique ou théorique? Monsieur, théorique. Théorique, d'accord. D'autres réponses? Donc, lorsque j'ai parlé de la programmation en Python, c'est pour faire quelle approche? Pour appliquer quelle approche? Kautar? Oui, monsieur. Si on passe à Python, donc on va utiliser quelle approche? L'empirique. L'empirique. Oui, monsieur. Donc, au fait, dans le cours, on va utiliser les deux approches. Quelquefois, on va se baser sur la théorique, donc pour trouver des résultats, et ça va nous permettre peut-être de confirmer les résultats qu'on a trouvés à l'aide de l'approche théorique. C'est bon? Bien. Donc, on va utiliser les deux approches. Et on va trouver un résultat avec théorique, et après, vous passez à l'empirique pour voir si c'est vraiment pour confirmer le résultat trouvé. Si c'est vraiment vrai ou si c'est pas vrai. Bien. Maintenant, on va faire des analyses, et ici, on parle de la nature de l'analyse. Mais avant de parler de la nature, ici, l'efficacité d'un algorithme dépend de plusieurs paramètres, dépend de la taille de l'exemplaire. Si vous prenez par exemple le problème de tri, et si vous avez un tableau de 4 éléments, probablement vous allez utiliser un algorithme particulier. Et si vous avez 4 millions d'éléments, vous allez utiliser un autre algorithme qui sera beaucoup plus efficace. Donc peut-être que si vous utilisez l'algorithme sophistiqué pour trier 3 éléments, peut-être ça va vous prendre beaucoup de temps. Et si vous utilisez l'algorithme sophistiqué pour 3 millions d'éléments, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, l'efficacité dépend de la taille de l'exemplaire. Ça dépend aussi
de la puissance de calcul de votre processeur. Ça dépend aussi donc de l'espace mémoire dont vous disposez. Ça dépend donc du débit de communication. Mais on va faire plusieurs analyses, et c'est là où on parlera de la nature. Supposons que vous exécutez un programme et vous trouvez pour un exemplaire 3 secondes. Pour un deuxième exemplaire, vous allez trouver 5 secondes. Et pour un autre exemplaire, vous trouvez peut-être 4 secondes. Donc, sur quoi vous allez vous baser? Vous allez baser sur cet exemplaire qui vous donne 3 secondes, ou bien celui-là ou celui-là? J'entends pas. Tu peux parler un peu plus fort? Rapproche-toi un peu du micro. C'est celui avec les 5 secondes. 5 secondes. Parce que toi, ce qui t'intéresse ici, c'est quand est-ce que ça va prendre. Au fait, ça va prendre moins que 5 secondes. Puisque dans les autres cas, ça a pris 3 secondes et dans les 4 secondes. Donc, en fait, tu fais quel type d'analyse? Donc, tu fais une analyse de type pire des cas. Dans le pire des cas, ça va prendre 5 secondes. Pour toi, ça va prendre 5 secondes. D'accord? Une autre personne peut se baser sur les 3 secondes. Il va te dire que je vais baser mon analyse sur le meilleur cas. Donc, c'est optimiste. Donc, il va te dire que ça va prendre 3 secondes. Une autre personne va calculer la somme. Donc, ça donne 8 plus 4, ça donne 12. Divisé par 3, ça donne combien? 4. Il va te dire qu'en moyenne, ça va en prendre 4 secondes. Donc, ça va être une analyse moyenne, basée sur le cas moyen. OK? Donc, lorsqu'on va faire une analyse, on peut faire 3 types d'analyse. On peut être pessimiste, donc ça va être l'analyse au pire des cas. Une analyse optimiste va se baser sur le meilleur des cas, ou une analyse moyenne, donc qui va se baser sur le cas moyen. D'accord? Dans ce cours, on va plutôt faire comme ce que tu as dit tout à l'heure, Ayoub. Je pense que c'est Ayoub qui a dit, on va se baser sur ce cas-là. On va se baser pour qu'on soit sûr. En fait, c'est beaucoup plus prudent, parce qu'on va dire au maximum, ça va nous prendre 5 secondes. Donc, on va faire une analyse au pire cas. C'est clair? Bien. Encore 2 minutes. Donc, ici, donc nous avons un algorithme de tri. Le tri par insertion. Vous avez ici l'algorithme qui est décrit en pseudocode. Donc, je vais vous demander de faire la trace, mais de faire la trace pour 3 vecteurs, 3 tableaux. D'accord? Donc, faites-le pour la prochaine fois. Donc, la séance du vendredi, n'est-ce pas? Anouar, la prochaine séance, c'est pour quand? C'est pour vendredi. Vendredi, d'accord, donc à 10 h. Donc, essayez de faire la trace donc, pour ces 3. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ceux qui n'ont pas mis présent, pour moi, ils sont absents. Donc, j'ai demandé au début de la séance donc d'écrire un message donc présent ou présente pour que je puisse
vérifier la présence. Et s'il n'y a pas de questions, donc on va s'arrêter là. Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai pas écrit présent au début de la séance, mais j'étais bien présent. Ok, tu l'écris maintenant. Mais ça va être systématique pour toutes les séances. Au début, vous écrivez présent. Pour moi, c'est le moment où vous rentrez dans le cours. D'accord? Peut-être cette fois-ci, ça peut passer, mais la prochaine fois, il faut le faire au début, au démarrage. Comme ça, je suis sûr que vous êtes là. Et lorsque je vous appelle, je m'attends à ce que vous me répondez sur le champ pour que je puisse vérifier que vous suivez bien. C'est un peu ma responsabilité aussi. C'est clair? Donc, je vous remercie. Portez-vous bien et à vendredi, Inch'Allah. On va arrêter l'enregistrement.